Le théâtre et l'écriture, vous faites ça depuis toujours? J'écris depuis que je sais écrire, depuis que je sais tenir un stylo. C'est-à-dire que les instituts, quand elles me filaient les cahiers pour faire mes devoirs, plutôt que de faire mes devoirs dessus, j'écrivais des histoires. J'ai eu une prof de français qui m'a fait adorer, mais vraiment adorer le théâtre, et grâce à elle, j'ai commencé à adorer le français. Parce que je n'aimais pas le français du tout, on n'était pas copains, lui et le français et moi. Donc elle m'a fait adorer le français et le théâtre, et partant de là, voilà quoi, ça a été un amour. Est-ce que j'étais bonne élève? Est-ce que j'étais bonne élève? Alors, jusqu'en 5e, j'étais pas très bonne élève. J'avais de bonnes capacités, mais je ne travaillais pas. On ne me poussait pas à travailler non plus. Donc, je me laissais vivre. J'ai toujours détesté les maths. J'ai jamais rien compris aux maths. Donc, du coup, comme je ne comprenais rien aux maths et que j'aimais pas ça, j'aimais pas le français parce que, en règle générale, les maths et la grammaire et tout ça, c'est relativement semblable. Il y a une certaine logique là-dedans. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai commencé à grimper en maths à partir du moment où j'ai commencé à aimer le français. Donc, j'ai commencé à bien bosser. Non, j'étais bonne en français au niveau des rédactions, tout ça, au niveau des dissertes et tout. Alors là, il n'y a aucun souci. Bon, le seul problème, c'est que les notes chutaient un petit peu avec les fautes. N'importe qui peut écrire, même s'il n'est pas bon en français. À partir du moment où il a une petite flamme artistique, là. Quand je me suis décidée à me faire publier, la collection Autre Monde commençait tout juste. Je me suis dit, bah, ça tombe bien, j'ai écrit de l'anticipation. Donc je vais envoyer mon manuscrit dans cette collection-là. J'ai envoyé le manuscrit et puis, règle générale, on a une réponse au bout de 2-3 mois. Puis là, pas de réponse. Donc j'ai pris le téléphone, je suis tombée sur l'institut qui m'a dit, bon, vous ne tracassez pas, hein, il est en lecture, en comité de lecture, vous allez recevoir une réponse très rapidement. 6 mois, 8 mois, 1 an après, toujours rien, hein, toujours la même réponse au téléphone. Donc, je vous jure que ça commence à... Donc je me suis déplacée, je suis allée à la rencontre du directeur de collection directement, qui était présent lors du festival des Utopias à Nantes. Donc j'ai renvoyé mon manuscrit. Et là j'ai eu une réponse au bout de 2 semaines. Une lettre constructive et détaillée, je vais la résumer, excusez-moi, je vais grossir, c'est de la merde. Ça fait mal, je vous jure que ça fait mal. Seulement dans l'après-midi, il m'a téléphoné en me disant, écoute, non franchement l'intrigue, bon c'est mauvais, c'est pas bon du tout, mais j'adore ton style d'écriture. Fais-moi un bouquin pour la collection Autre Monde. Et ça a commencé comme ça. Ce sont des déclics, mes romans. Ça va être une information qui va me parvenir, ça va être quelque chose que je vais avoir observé autour de moi. Moza Osas, le premier déclic, ça a été les Amérindiens. J'ai toujours été fascinée par la philosophie qu'ils ont de la vie. Et puis je supporte pas l'injustice. Donc ce qui leur est arrivé, il n'y a pas qu'eux, hein, mais là, en l'occurrence c'était eux, ce qui leur est arrivé me hérisse le poil, pour rester poli. Et je voulais, juste de par un bouquin, leur redonner ce qu'ils réclament depuis tant d'années, c'est-à-dire vivre selon leurs coutumes ancestrales, leur redonner une certaine forme de liberté, de dignité. Et après autour de ce déclic-là, il y a plein d'autres thèmes qui viennent se rajouter. Donc il y a le clonage, le sacrifice humain, la drogue, le sida et d'autres petits thèmes qui sont dans Moza Moza. C'est quoi votre moment préféré quand vous écrivez un livre? Le retravail. Pourquoi? Parce que la création, j'aime beaucoup, parce que c'est très stimulant, enfin, c'est excitant, très excitant, mais ça fait mal. Ça fait un mal de chien psychologiquement. J'ai envie de garder ça pour moi, j'ai pas envie de partager, j'ai pas envie de jeter sur papier, parce que tout de suite je sais que ça va être sur papier, il va falloir que je partage. Et pourtant, mais je suis une fille très paradoxale, hein, il y a beaucoup de contradictions en moi. J'écris pour partager, et en même temps, le premier jet, j'ai pas envie. Donc ça fait mal aux tripes. Voilà quoi, j'ai envie de garder ça pour moi. Donc j'adore, mais ça fait mal. Donc comme j'aime pas trop souffrir, comme tout le monde je pense, je préfère la phase de retravail, mais là je m'éclate royalement. Et le bon nombre d'auteurs ne supportent pas cette phase-là, ne supportent pas la réécriture et le retravail. Sauf que moi, les autres auteurs qui n'aiment pas cette façon de travailler, c'est parce qu'ils commencent par un synopsis. Ils ont un plan détaillé du bouquin. Il va y avoir un résumé chapitre par chapitre de ce qui va se passer dans le livre, du début jusqu'à la fin. Ils envoient ça au directeur de collection qui approuve, qui n'approuve pas, qui discute pas, et après ils écrivent le livre. Pas moi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que je fonctionne à l'instinct. Je le sens, c'est comme ça, c'est instinctif quand j'écris. Donc j'ai pas de plan, je sais pas quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas quand le chapitre 2 est fini, je sais pas ce qu'il va y avoir dans le chapitre 4. Je connais pas la fin, aux 3/4 du bouquin, je commence à la connaître. Sauf que pour celui-ci, il fallait impérativement la fin avant de commencer le bouquin.
Pourquoi? Parce que ça déterminait le contenu du livre. Et j'étais bien coincée. Quand vous êtes en train d'écrire, c'est pas trop dur pour votre entourage? Disons qu'il y a jusqu'à une certaine période, si c'est très très dur. Parce que écrire et être totalement, mais dedans à bloc, occulter totalement le monde présent, c'est très très dur. Vraiment. Sauf que je me ménageais des pauses, je m'imposais, vraiment, je m'imposais des pauses pour m'occuper de mes enfants, quand ils rentraient de l'école et tout. Vous dites que en fait, vous passiez 10 heures sur... Oui. Alors dans ces cas-là, c'était le papa qui prenait le relais. Mais c'est très très dur pour l'entourage. Ça c'est, et aussi dur pour moi de devoir m'imposer d'arrêter. Et il fallait que je m'arrête, on va dire, une demi-heure, 3/4 d'heure avant que, par exemple, que les enfants rentrent de l'école. Parce que, ah ouais, c'est pire qu'une drogue. Ouais. Ah oui, oui. C'est un moyen de m'évader. Ah oui, total. Et j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Donc aussi bien quand ça va bien que quand ça va mal. Hein. En règle générale, on dit ouais, quand ça va mal, on crée, on écrit des poèmes. Non, non, moi aussi quand ça va très très bien. On peut avoir le sourire aux lèvres et tout, et puis partir dans son monde, dans sa bulle. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'avoir cet équilibre-là entre le monde présent et le monde de la création. Ça vous arrive parfois la nuit de rêver du livre que vous avez écrit, en train d'écrire, ou que vous écrirez, de voir des personnages en rêve, ou que ça vous réveille, des choses comme ça, par le stress? Jusqu'à il y a un... jusqu'à, je sais pas moi, allez, on va dire avec les larmes de Gaïa, jusqu'aux larmes de Gaïa, le soir, je pouvais pas m'endormir. Parce que j'étais continuellement avec mes personnages, ils m'empêchaient de dormir, ils me poussaient pour que j'aille écrire. J'en rêvais, parfois je me levais la nuit pour aller écrire, jusqu'à ce que je me dise, allez, ça suffit, il faut que tu dormes, jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'étais en manque de sommeil, et puis ça le faisait pas. Et là, j'ai réussi à mettre des barrières en me disant, stop, t'as fini, maintenant t'es dans le monde présent, les personnages vont rester de votre côté, moi je vais du mien, on se rencontrera plus tard, d'accord? Donc du coup, maintenant, je m'endors sans problème, sauf qu'il arrive parfois la nuit qu'ils viennent me réveiller. C'est très très rare, mais là, ça arrive avec une force, et il faut que je me lève, faut que je me lève pour écrire. Est-ce que, comme tout artiste, vous avez une muse? Non. Si. Si. Sauf que c'est pas un personnage. C'est la liberté. Et ce sont les principaux thèmes de vos récits, la liberté, la vie. La liberté, la vie, le respect. Le respect sous toutes ses formes. La liberté sous toutes ses formes aussi. C'est pas forcément être libre dans la rue, quoi. La liberté sous toutes ses formes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a que quand j'ai eu fini d'écrire Automate que je me suis aperçue que, encore une fois, il y avait la liberté dans mon roman. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon, tu pourras faire tout ce que tu veux, consciemment ou inconsciemment, il y aura toujours ce thème-là qui reviendra dans tes bouquins. Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est très très important. C'est vital pour moi, la liberté et le respect. Donc, ouais, la liberté, c'est ma musique. Ah oui, c'est beau. C'est ma musique. Bonjour. L'écriture vous permet-elle de vivre? L'écriture me permet-elle de vivre? Financièrement? Non, je te dis ça, je vais te dire pourquoi. Parce que l'écriture, pour moi, c'est une respiration aussi. Si je respire pas, je meurs. Si j'écris pas, je meurs. Je meurs à petit feu, j'étouffe. Mais il n'y a pas que l'écriture, chez moi, il y a le théâtre aussi. Donc l'écriture, on va dire que c'est mon poumon gauche, et le théâtre, c'est mon poumon droit. S'il me manque l'un ou l'autre, ouais, j'ai l'impression de m'éteindre. Donc bref. Financièrement, je ne fais que ça, oui. J'aime pas mon métier, parce que pour moi, c'est pas un métier, mais bon, c'est le code de notre société. Si vous deviez écrire pour les adultes, vous écrivez. Et les thèmes, ce serait comme ça aussi sur... Ouais. Moi, quand je commence un bouquin, je ne sais absolument pas à qui je vais l'adresser. J'écris un bouquin... Moi, j'aime pas le fossé que l'on met entre la littérature jeunesse, j'aime pas ce terme-là, hein, mais c'est pas grave, on l'utilise, littérature jeunesse et littérature vieillesse. Parce que nous, on s'amuse à dire littérature vieillesse. J'aime pas le fossé qu'il y a. Un livre, c'est un livre, on prend du plaisir à le lire, ce sont des phrases, il y a une histoire. Que ce soit un livre, moi, un album pour tout petit, je prends aussi bien du plaisir à lire un album pour tout petit qu'un gros pavé soi-disant destiné pour les adultes. Bon, effectivement, un bouquin comme l'un des miens, on ne va pas le mettre dans les mains d'un gamin de 5 ans. Ça me semble un peu logique.
Mais bon, de là à faire un énorme fossé entre les deux littératures, ça me dérange. Donc moi, quand j'écris un bouquin, je ne sais pas à qui je vais l'adresser. Quand je le commence après, je me dis si. Après, je me dis ouais, non, je veux toucher les adolescents. Là, 49 302, lycée de l'affaire Seznec, j'ai envie de sensibiliser les adolescents sur cette affaire-là pour montrer que il y a des années en arrière, il y a une injustice qui, pas que celle-ci, mais bon, une injustice qui s'est passée. On en retrouve encore beaucoup aujourd'hui, mais cette affaire-là, on l'oublie alors que malheureusement, elle n'est pas finie. Et puis que l'injustice se perpétue. Je pense que vous avez dû lire beaucoup de livres et en écrivant vos romans, vous n'avez pas peur de piquer des idées un peu? Je fais très attention à ce que je vais lire ou à ce que je vais aller voir au cinéma. Parce que je ne veux pas d'une me laisser inspirer par d'autres, me dire ah mince, je vais piquer l'idée d'un tel ou d'une telle. Et de deux, j'ai peur de m'apercevoir, par exemple en allant au cinéma, de me dire merde, c'est dégueulasse, je suis en train d'écrire un bouquin sur le même, quasiment sur la même chose, mais il a eu l'idée avant moi. Donc j'arrête. Dans ces cas-là, je préfère arrêter d'écrire. Mais il y a une production tellement importante de livres et de films que on se laisse toujours influencer, même inconsciemment. Maintenant, de là à copier, non. Si on vous demandait entre Les larmes de Gaïa et Moza Woza de faire un film des deux, vous accepteriez? Moza Woza en particulier. Dans Les larmes de Gaïa, moi je voulais l'adapter au théâtre. C'est pour ça que je l'ai découpé en acte et en scène, pour d'autres raisons aussi. Seulement le problème, c'est que quand j'ai signé mon premier contrat avec la maison d'édition, il y a une clause, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris la clause. Et elle stipule que si je mets en scène Les larmes de Gaïa au théâtre, je dois donner 50% des bénéfices à la maison d'édition. Ce qui fait un peu beaucoup. Donc du coup, je refuse moi de le mettre en scène. Par contre, s'il y a un metteur en scène qui vient me voir en me disant ce serait bien, je ne peux pas refuser parce que j'ai signé un contrat et je ne peux pas aller contre. Par contre, Moza Woza, j'aimerais beaucoup l'adapter au cinéma. Donc j'envisage sérieusement d'en faire un scénario. Parce que si c'est pas moi qui fais le scénario, j'ai peur que ma sensibilité et mes propos soient déformés. Est-ce que dans vos livres, vous parlez de relations qui ont pu vous toucher vous personnellement? Enfin, vous mettez en scène des personnages, mais qui ont pu vous toucher vous. Ta question est relativement déguisée, ce qui est une part autobiographique. Voilà. Un auteur, s'il dit le contraire, c'est un menteur. Même si c'est inconsciemment, s'il dit le contraire, c'est un menteur, il met toujours une petite part de lui dans ses romans, tout le temps. Donc ça peut être une part de sa personnalité, une part de son vécu, une part de sa sensibilité, ce qui est tout à fait logique, c'est lui qui écrit. Alors on va commencer par le début, par Les larmes de Gaïa. 2 anecdotes. Il y a un journaliste qui m'a dit qu'il est très bien, ton bouquin, super bien. Bon, par contre, t'exagères, tu caricatures au maximum les personnages secondaires, les méchants. Style Rameau, Kelb, etc. Auquel cas, moi je rigole au nez. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et la deuxième anecdote, c'est une jeune fille qui m'a dit, une jeune fille en 6e qui m'a dit comme ça, mais pourquoi est-ce que vous avez créé le personnage de Rameau? Moi je lui ai répondu, je ne l'ai pas créé le personnage de Rameau puisqu'il existe réellement. Dans la vie, c'est mon beau-père. Donc du coup, quand on me dit je caricature un maximum les méchants, c'est pas vrai puisque malheureusement, des méchants comme ça existent. J'ai pas caricaturé, c'est la réalité vraie. Donc oui, j'ai mis une part de mon vécu dans Les larmes de Gaïa. Du reste, Tini, c'est ma petite sœur. C'est vraiment ma petite sœur. On a 10 ans d'écart, donc je m'en souviens très bien, quand elle avait 2 ans. Bon, ça c'est fait. Moza Woza. Moza Woza, il y a une part, pas forcément de mon propre vécu, mais une part de vécu de mon entourage. Alors, en ce qui concerne la drogue, j'ai un oncle qui s'est détruit à la drogue dure. Je l'ai vu, j'étais très jeune. Il s'en est sorti, maintenant il est sidéen. Donc, il a le sida. Donc du coup, je peux largement retranscrire les émotions de... J'ai pu largement retranscrire les émotions de Woza de par la drogue et de par sa propre maladie, de par le sida. Non seulement ça, mais j'ai également mon fils aîné qui est né avec quelque chose et qui a subi 3 interventions très lourdes. Et quand il sortait d'intervention, qu'il nous tombait dans les bras en disant que, me demandant pourquoi est-ce que la vie était si dégueulasse, pourquoi est-ce que je l'avais fait comme ça, c'est pas juste, pourquoi moi. Des choses qu'on peut largement ressortir dans un bouquin tel que Moza Woza. C'est pas forcément mon propre vécu, mais c'est la sensibilité de ceux qui gravitent autour de moi. Automate, je sais pas si quelqu'un a lu Automate.
Automate, je parle du monde des courses moto. Là, moi, j'avais envie de m'amuser à décrire ce que je ressens en pilotant une moto. Au tout départ, tout départ, j'ai eu très très peur parce que je me sentais vraiment trop différente des autres. J'avais l'impression d'être une extraterrestre. Et je me disais, mais j'arriverai jamais à me faire comprendre. Jamais. Jusqu'à ce que je rencontre d'autres personnes comme moi. Ah, je me dis, la vache, je suis pas toute seule, quoi. Je suis pas la seule folle sur Terre. Je suis pas la seule extraterrestre. La plupart des artistes, de toute façon, en règle générale. Mais non, ça me fait pas peur. J'assume entièrement. Il n'y a plus de questions? On va arrêter là alors. Merci madame. Bah, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté et posé des questions. Et puis bonne continuation dans vos lectures. Et l'écriture. On remercie Madame Legendre, hein. Vous pouvez l'applaudir.